C'est beaucoup plus d'informations encore et c'est pour ça qu'il y a des juges d'instruction et ils sont 2, ce qui est aussi remarquable dans le dossier en l'espèce. On a 2 juges d'instruction, ce qui veut dire que on met véritablement, y compris dans la deuxième phase, des moyens très importants. Le procureur de Strasbourg évoquait le fait d'entrer dans des investigations de longue haleine. Ouais, avec l'ouverture de l'information judiciaire, les moyens des enquêteurs sont élargis. Que peuvent-ils faire de plus qu'avant? Ce qui change, c'est plutôt ils peuvent continuer à faire ce qu'ils font maintenant. C'est-à-dire que pendant la première semaine, les enquêteurs, lorsqu'ils sont sous la direction du procureur de la République, ont des moyens d'enquête qui sont ceux de la flagrance exceptionnelle. Oui. Ils peuvent faire des perquisitions. Ils n'ont pas besoin d'en référer à chaque fois à un juge. Ils font ça parce qu'on est dans l'urgence. Donc ils ont la possibilité de faire des enquêtes, des actes d'enquête qui sont très intrusifs. On l'a vu, fouiller des voitures, interroger des personnes. Mais au bout d'une semaine, lorsque ces moyens qui sont quand même un peu attentatoires aux libertés des gens, la police frappe, elle rentre chez vous comme ça, lorsqu'au bout d'une semaine ça n'a pas donné de résultat, il faut passer dans un autre cadre avec un contrôle d'un juge d'instruction qui est un magistrat indépendant, juge de l'enquête, et qui lui a la possibilité de toujours donner effectivement ce qu'on appelle la commission rogatoire aux enquêteurs, c'est-à-dire leur donner mission de continuer ce qu'ils font, mais avec un contrôle qui est celui de leur donner la possibilité de faire des perquisitions, de faire des actes de recherche de factures téléphoniques, des actes finalement qui sont très intrusifs. Est-ce que l'information judiciaire permet aux avocats de la famille d'avoir désormais accès au dossier? Alors le dossier, on peut se constituer partie civile, c'est-à-dire se signaler auprès du juge et donc via la famille, via son avocat, va dire au juge d'instruction que la famille se constitue partie civile, c'est-à-dire qu'il se déclare en tant que victime. Mais ils vont pas avoir accès aux éléments du dossier puisque tant que les éléments ne rentrent pas dans le dossier de la procédure, tant qu'ils sont conservés par le juge d'instruction dans une cote que l'on appelle les actes en cours, ils n'ont pas accès aux éléments au fur et à mesure. Alors parfois, les juges d'instruction dans des affaires très sensibles donnent des éléments oralement aux avocats, mais il n'y a pas d'accès aux éléments les plus sensibles en cours de l'instruction pour une raison évidente qu'il ne faut pas donner trop d'éléments qui pourraient éventuellement nuire à l'enquête. Donc au début, tant qu'il n'y a pas par exemple de personnes mises en examen dans le dossier, c'est-à-dire de suspects identifiés, on n'a pas accès à grand-chose. Je voudrais revenir sur quelque chose que nous évoquions hier et qui m'a laissé pantois, Jacques Fonbonne. Apparemment, dans ce type d'affaires, on voit apparaître des voyants, des extralucides qui vous disent en permanence et qui disent aux enquêteurs qu'ils ont des informations sur la personne disparue. Vous avez été confronté à ça, vous? Oui, mais finalement pas tellement. C'est-à-dire qu'en fait... moi, j'ai pas eu à traiter d'affaires extrêmement médiatiques comme celle-là. La lumière attire ce genre de personnage. Mais c'est l'idée qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que de toute façon, on est quand même obligé de vérifier, on est obligé d'acter, on est obligé d'aller entendre ces personnes. Évidemment, à partir du moment où ce sont des témoignages de voyants anonymes, on a rarement d'éléments qui soient probants. Ce qui est intéressant à dire sur la procédure pénale, ce que vous soulignez, maître, c'est que on était jusqu'à présent dans un dispositif d'enquête qui est tout à fait particulier. C'est-à-dire que c'est la recherche des causes de la disparition qui fait le parallèle à ce qu'on avait de façon plus ancienne avec les recherches des causes de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, on part sur une logique de recherche physique, de recherche médico-légale, de recherche. La personne est-elle morte ou a-t-elle disparu de façon accidentelle, de façon criminelle? C'est pour ça qu'on peut diligenter tous les actes de la flagrance, sauf la garde à vue, puisque par définition, on n'a pas d'infraction. Maintenant, on a une qualification criminelle, donc le juge d'instruction est obligatoire en matière criminelle. Et puis, comme vous le signaliez, maître, le parquetier est l'homme de l'urgence ou la femme de l'urgence. Le juge d'instruction, c'est le temps long et c'est des enquêtes qui peuvent durer plusieurs années, avec un juge du siège, c'est-à-dire la possibilité d'écoute téléphonique, la possibilité de choses qui ne seraient pas permises si on restait sous l'autorité du parquet. On va repartir sur le terrain pour retrouver l'une de nos envoyées spéciales à Plaine, Chloé Giraud. Chloé, est-ce que les opérations de gendarmerie sont toujours visibles dans le secteur? Pas du tout, et ce depuis le départ hier soir des membres de la gendarmerie et aussi des techniciens de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui ont analysé de fond en comble une maison ici dans le hameau de Dispar avant de quitter les lieux, donc hier soir. Et depuis, nous n'avons pas croisé un seul véhicule de gendarmerie ici sur le secteur. Il n'y a pas non plus de nouvelles fouilles en cours à notre connaissance, ce qui ne veut pas dire que les investigations sont à l'arrêt ni même en pause, mais simplement qu'elles se déroulent désormais donc de manière moins visible
visible. En tout cas, ici, dans le village de Plaine, ce n'est pas synonyme de retour à la normale, ni même de retour au calme pour les habitants qui continuent, eux aussi, de vivre au rythme de cette enquête, qui se posent énormément de questions et qui sont inquiets parfois même pour leur propre sécurité. On échangeait avec une habitante qui nous expliquait que depuis la disparition de Lina, elle ne se voyait plus sortir, se promener, se balader toute seule dans le secteur de Plaine et qu'elle vérifiait minutieusement désormais chaque soir que ses fenêtres et ses portes étaient bien fermées. Une ambiance donc assez particulière ici dans le village où en tout cas tous n'espèrent qu'une chose, c'est que Lina soit retrouvée au plus vite. Chloé Giraud avec Philippe Gaillot en direct de Plaine. On l'évoquait, Jacques Fonbonne, on a des gendarmes qui sont moins présents apparemment sur le terrain, en tout cas moins visibles. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de rentrer dans des interventions plus ciblées en quelque sorte ? Pas forcément, c'est-à-dire qu'en fait les actes de l'enquête sont pas forcément les mêmes. Dans ce genre de choses, l'ennemi c'est toujours le temps qui passe, qui va brouiller les témoignages, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui va faire disparaître des éléments de police technique. Il suffit qu'il pleuve à un endroit où on était susceptible d'avoir une trace biologique, d'avoir du sang et tout va disparaître. Donc il faut aller très vite. Il y a cette partie police technique, on va dire, qui est la partie moderne de l'enquête, mais si vous voulez, la logique des enquêteurs, c'est de recueillir en un minimum de temps un maximum d'éléments, quitte à les exploiter ensuite plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être pourquoi pas plusieurs années après. Oui, beaucoup plus tard. Si on a des éléments que l'on a pris, que l'on a prélevés, à un moment donné, on se dit mais on a peut-être une chance de trouver ça là. Donc si vous voulez, vous avez la partie d'enquête, on va dire classique, audition, témoin, porte-à-porte, environnement, parce que la petite, elle a pu aller à un rendez-vous avec quelqu'un, par exemple, qui l'aurait contacté sur Internet. C'est possible, un prédateur qui se serait fait passer pour un adolescent, une adolescente de son âge. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut déterminer. On va entendre les camarades de classe, on va évidemment perquisitionner informatiquement sur tous les outils qu'elle utilise, téléphone, etc., etc. Et puis, la partie de police technique. Tous ces éléments sont concaténés avec un logiciel qu'on utilise beaucoup, qui est le logiciel d'analyse criminelle, qui va permettre, de mettre en rapprochement des éléments qui, pris séparément, seraient sans intérêt. Une couleur de voiture, un autre a vu un numéro, un autre a vu une partie de numéro, et puis ou des choses qui pourront être contradictoires. Monsieur Untel, qui est le témoin, a vu une Clio bleue tel jour à telle heure, ou a aperçu un numéro de véhicule ou quelqu'un qui l'a reconnu alors que cette personne a été vue à un autre endroit. Logiciel d'indice criminel, c'est bien ça ? Alors non, le logiciel d'analyse criminelle. Anacrime. On rentre tout, les noms des personnes, les lieux, les témoignages, tous les éléments matériels qui vont pouvoir s'ajouter pour corroborer un élément ou qui vont pouvoir rentrer en contradiction et la machine va dire ça c'est pas possible. Vous avez deux témoins, ils voient la même personne au même moment à 200 km de différence, ils se trompent ou il y en a un qui ment. L'appel à témoins a encore un intérêt, Laurent Valdiguier ? Oui, parce que il y a la course contre la montre, elle est beaucoup dans toutes ces histoires sur les petites caméras de vidéosurveillance de magasins, de distributeurs, qui sans importance ont vu passer une voiture, ont filmé une voiture, et ces caméras, ces images de vidéo, elles s'écrasent parce que le pharmacien il les efface toutes les semaines, et ça sur ce trajet, parce que c'est quand même un trajet assez long, hein, ça peut aller jusqu'à Strasbourg, etc. Ça fait tout un itinéraire où il faut aller récupérer la moindre petite caméra, parce que si les gendarmes ont de la chance, une caméra donnera une plaque d'immatriculation. Et en fait, cette course contre la montre, c'est une course contre le temps, parce que ces caméras, ces images sans importance. Parce que si vous êtes pharmacien et que vous avez votre film du samedi 11h, il y a la voiture bleue qui est passée, ça n'a aucune importance. Et en fait, cette course contre la montre, dans toutes les affaires de disparus, c'est souvent la principale chose à faire. Et puis après, là, il y a toute l'analyse. Là, on les a vus ce week-end, mais il y a plusieurs jours de boulot, d'analyse scientifique, des prélèvements qui ont été faits ce week-end. Hein. C'est pas du tout fini. Ils n'ont pas l'analyse de tout ça. Et puis, il leur faut de la chance. Parce que souvenez-vous de Nordal Lelandais. Nordal Lelandais, il avait commis la bévue qui s'est retournée contre lui finalement, mais de nettoyer sa voiture dans une zone où quelqu'un l'a vu
et où les caméras du Lavomatic, du Karcher, ont fait tiquer la juge. Oui. Il était quand même parvenu, Nordal Lelandais, à effacer toutes les traces dans sa voiture. Oui. C'est un miracle. C'est parce que 3 mois après, la juge, alors que la voiture, elle avait été désossée, la juge, elle re-regarde la vidéo pour la 50e fois et elle appelle les gendarmes en leur disant, mais refaites le coffre arrière, ils passent trop de temps sur la partie arrière gauche du coffre et ils le refont, ils désossent la voiture, ils la cassent quasiment pour arriver au plancher et ils trouvent la goutte de sang. Et cette goutte de sang, dans la fameuse machine avec les 90 écouvillons, ils mettent un seul écouvillon et là, ça match. Donc il faut que les gendarmes aient de la chance. Et justement, Mathias Tesson, on sait combien de gendarmes restent mobilisés sur cette affaire? Non, plus précisément, c'est vrai qu'au début de cette affaire, avec toutes ces forces qui ont convergé au même endroit au même moment, la gendarmerie nationale nous disait à nous, journalistes, le nombre de personnels, de militaires déployés sur le terrain. On est monté jusqu'à 80 gendarmes, je crois, au plus fort des recherches menées au sol. Et puis, dans un second temps, le temps de l'enquête, il y a désormais plus que les enquêteurs de la section de recherche de Strasbourg et les enquêteurs locaux aussi du groupement départemental du Bas-Rhin qui travaillent sur cette affaire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nombre. On peut imaginer assez facilement quand même plusieurs dizaines d'enquêteurs qui travaillent sur cette affaire. Et puis il y a évidemment tous les enquêteurs de la police technique et scientifique qui, eux, sont aussi sur cette affaire en ce moment. Maître Babonneau, pourquoi le parquet de Strasbourg et non celui de Saverne? Peut-être parce qu'il a plus de moyens? Oui, tout simplement. Saverne est, quoi qu'on en dise, une petite juridiction. À Strasbourg, il y a un pôle qui traite des affaires criminelles et qui d'ailleurs traite d'affaires complexes. Et le parquet de Saverne s'est dessaisi au profit de celui Donc ça se fait en très bonne intelligence. Hein. Dans les dossiers comme ça, il n'y a pas de question de susceptibilité ou quoi. L'idée, c'est de savoir où sont les moyens les plus adaptés. Et très clairement, on est dans une petite ville très tranquille où on n'a pas des affaires d'une telle complexité. Et par ailleurs, à Strasbourg, il y a la possibilité de saisir 2 juges d'instruction, ce qui n'était pas non plus possible à Saverne. Nous, à ma connaissance, je crois qu'il y a un juge d'instruction. Un seul juge d'instruction. Voilà. Donc c'est une question de moyens. De moyens est tout à fait normal sur une affaire qui, par ailleurs, a un retentissement national comme cela. Et puis, ça permet aussi de saisir des services plus spécialisés et d'avoir l'expérience requise. Et sur lesquels travaillent forcément nos gendarmes. Où est la petite de quelle infraction pénale? On sait quelle va être l'élément, témoignage, environnement, indice de police technique qui va pouvoir faire avancer l'enquête. Merci à tous. De nouvelles violences sur fond de trafic.